Rebonjour à tous. Je vois qu'on va faire salle comble cet après-midi. Un vrai succès. Merci en tout cas. On va laisser les derniers prendre place. Je vois que le sujet intéresse. En tout cas, être actuaire en 2024, quelques perspectives avec la présentation des travaux de l'Institut des actuaires, mais aussi, comme nous avons la chance d'avoir le président de l'association internationale, Charles Colling, avec nous, l'occasion aussi d'avoir un point d'activité sur finalement les thèmes au niveau international et les travaux de l'AAI. Alors, pour la présentation de cet après-midi, je vais d'abord vous faire un petit retour de l'enquête carrière et rémunération qui avait été menée en novembre dernier au sein de l'Institut. Ensuite, je vous ferai un point d'activité un peu générique sur l'ensemble des thèmes, des sujets qui sont traités au niveau de l'Institut. Donc, l'occasion d'avoir un panorama complet, je pense, de l'ensemble de nos activités. Et puis enfin, Charles nous parlera de l'AAI. Thank you very much, Charles. Nous aurons aussi l'occasion d'avoir une séance de questions-réponses, bien évidemment, pour que vous puissiez nous interpeller. Alors, si on démarre sur l'enquête carrière et rémunération, je sais que les résultats sont toujours attendus avec beaucoup d'impatience. En bonne actuaire que je suis, je ne vais pas vous faire 50 slides. On va essayer d'être assez rapide. L'idée, c'est de vous faire une assez courte restitution avec quelques éléments chiffrés. L'ensemble de l'étude sera mis à la disposition de l'ensemble des membres d'ici la fin du mois de juin, puisque nous sommes en train de la remettre en forme. Mais en tout cas, le détail de l'ensemble des résultats vous sera accessible, en tout cas pour l'ensemble des membres. Alors pour démarrer, cette enquête, vous avez vu, on l'a fait avec Opinionway, et ça nous semblait intéressant de pouvoir avoir d'abord leur retour, puisqu'ils ont évidemment l'expérience de faire ce type d'enquête. Donc normalement, si la technique ne me trahit pas, je dois savoir lancer la vidéo. Bonjour, je suis Pierre-Étienne Boss, je suis directeur chez Opinionway, principalement en charge d'animer le pôle transformation du travail, qui réalise aussi bien des enquêtes internes aux organisations auprès des collaborateurs ou des adhérents, et puis des études plus génériques sur divers sujets d'évolution du travail. Et donc, je suis ravi d'avoir cette opportunité d'introduire en quelques mots simplement cette grande enquête de l'Institut des actuaires auprès de ses adhérents, non pas pour vous résumer l'ensemble des résultats, mais simplement peut-être mettre en valeur quelques points saillants avant la présentation plus exhaustive qui va vous être faite des résultats. C'est à peu près 1100 adhérents qui nous ont répondu tout du long du mois de novembre dernier pour cette enquête, avec peut-être un premier point saillant pour nous, qui vous connaissons moins, qui est cette distinction du métier d'actuaire. C'est-à-dire qu'on voit une grande satisfaction des répondants à l'égard de leur métier, pour une très grande majorité, avec une notation de cette satisfaction qui est significativement supérieure à la moyenne des actifs en France. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce sentiment presque d'esprit de corps, peut-être, qui se retrouve d'ailleurs sur cette appréhension de l'Institut des actuaires lui-même comme pouvant être un levier pour sa propre évolution professionnelle. Alors d'autres points, un petit peu d'attributs différenciants, une population qui est quand même plus souvent en situation de management, pour plus de la moitié d'entre eux, contre à peu près un tiers, si on regarde l'ensemble des salariés, une capacité à se trouver dans une situation avec une forme de souplesse d'organisation, notamment autour du télétravail, qui concerne quasiment tous les répondants, là où sur l'ensemble de la population, on va avoir à peu près un tiers de population en télétravail hybride, même si ça monte à près de la moitié en région parisienne. Et puis, évidemment, probablement, une rémunération
qui est évidemment significativement supérieur à la moyenne des salariés français. On sait que ça ne fait pas le bonheur, mais que ça y contribue quand même jusqu'à un certain point. C'est dans les enquêtes sociologiques. Et ce qui est intéressant à ce stade, c'est que on voit qu'il n'y a qu'un écart assez faible de satisfaction par rapport à la rémunération, par rapport à l'ensemble de la population. Et c'est intéressant parce que euh, ça vient alimenter un aspect en termes de dynamique d'évolution, de dynamique de parcours et de carrière, car on peut parler d'une vraie dynamique, hein. Un tiers des répondants ont changé d'entreprise dans les 2 dernières années, un tiers peut envisager une mobilité, y compris géographique. Et quand on met ça au regard du fait que le sentiment de satisfaction à l'égard de la rémunération est relativement fragile, puisqu'on n'envisage qu'en cas de changement d'entreprise, ce serait un levier d'augmentation de la rémunération. Quand on observe aussi qu'un tiers des répondants n'ont jamais été promus, bah, c'est vrai que ça peut conduire à donner un peu un point de vigilance dans la perspective de l'employeur en termes de fidélisation, dans la mesure où on voit qu'il y a bien là déjà des germes de velléité de bouger. Euh, Comme on le voit très souvent, hein, pour les populations qui sont plutôt dans une logique d'experts de métier, avec un sentiment d'appartenance à ce métier, peut-être plus qu'à son organisation et son employeur. Donc un point probablement intéressant en termes de capacité à offrir des perspectives pour les organisations et entreprises employant les actuaires. Voilà vraiment en quelques mots, en quelques grands traits, brosser quelques éléments saillants distinguant les résultats de cette étude, dont on espère que vous aurez plaisir à découvrir l'ensemble des résultats. Merci pour votre attention. Alors voilà pour les points saillants de l'étude que je vais simplement vous illustrer par quelques graphiques complémentaires, parce qu'on va reprendre quelques-unes des thématiques et sans doute répondre à quelques... Alors si je lance tout le temps la vidéo maintenant, et répondre sans doute à quelques questions qu'on a l'habitude d'avoir d'ailleurs au sein de l'Institut des actuaires. Tout d'abord, la présentation de l'échantillon. Vous pourrez constater qu'on a une large partie des répondants qui sont des hommes, 70%, versus 34% de femmes. Ça correspond à peu près, d'ailleurs, à la sociologie de l'ensemble des membres de l'Institut. Ce qui va être important de noter dans cet échantillon, c'est qu'on a la moitié des répondants qui ont moins de 35 ans, ce qui va impacter forcément la vision, notamment en termes de poste et de management. Et puis, bien évidemment, en termes de répartition entre les certifiés, associés et qualifiés, on est à peu près sur la répartition qui existe au niveau de l'Institut dans l'ensemble des membres. Sur l'évolution du salaire moyen, comme le disait Pierre-Étienne, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Un salaire moyen, comme il le disait, légèrement supérieur, bien évidemment, par rapport à la population normale. Là, vous avez évidemment le découpage entre le salaire moyen et le salaire médian par ancienneté. Pas beaucoup de surprises quand même. Plus on a de l'ancienneté, plus le salaire est élevé. En termes de niveau de management, la moitié de l'échantillon n'a pas aujourd'hui de responsabilité en matière managériale. Mais bien évidemment, c'est en lien avec finalement la population, puisque la moitié des répondants sont des jeunes actuaires, donc pas forcément en position de management. Si on regarde maintenant par grand type d'employeur, là encore on retrouve des choses assez classiques en matière d'analyse, hein, puisque si vous regardez la courbe bleue qui se distingue à la fois en salaire moyen en fonction de l'ancienneté, mais aussi en salaire médian et aussi sur le variable, c'est la population qui travaille dans le secteur de la réassurance qui se distingue sur les 3 métriques de manière assez significative. Et si on regarde maintenant la satisfaction par type d'employeur, et vous avez vu Opinionway noter le grand niveau de satisfaction d'une manière générale par rapport à notre métier, ce que l'on retrouve là dans la satisfaction par secteur, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'écart par population et on a des taux de satisfaction par rapport à notre métier, cet esprit de corps aussi par rapport au métier d'actuariat qui sont très importants.
Alors, ensuite, si on va un petit peu plus loin dans la localisation des actuaires et l'impact sur le salaire moyen, pas beaucoup de surprises. Si on est à l'étranger ou à Paris, on a un salaire moyen au médian qui est supérieur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de constater. Si maintenant, on regarde par rapport à la différence femmes-hommes, et c'est un sujet d'ailleurs qu'on reprendra dans la suite, en matière de salaire moyen et de salaire médian, il subsiste d'ailleurs un écart que l'on voit peut-être encore plus dans la slide d'après, puisqu'il y a une vraie différence. Alors, avec un tout petit bémol, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de corriger, j'allais dire, les durées de travail qui peuvent être différentes entre les femmes et les hommes. Mais ce que l'on peut voir dans le graphique notamment, c'est que sur les actuaires de moins de 5 ans d'ancienneté, il y a une nette différence entre les femmes et les hommes. Ce qui veut dire qu'il reste finalement un sujet sur cet écart homme-femme, même dans notre belle profession. Voilà pour les grands éléments. Encore une fois, les tableaux détaillés avec toutes les informations chiffrées vous seront mis à disposition à la fin du mois de juin. Si on regarde maintenant dans l'enquête le rapport à l'Institut des actuaires, et ça a été aussi précisé par Pierre-Étienne, 64% des répondants pensent que l'accroissement de la notoriété de l'IA peut servir leur évolution professionnelle. Donc on retrouve aussi un attachement à l'Institut, et je pense que le fait que vous soyez aussi nombreux d'ailleurs aujourd'hui et puis en ce moment démontre que voilà, chacun est intéressé par la vie de l'Institut. 64% des répondants lisent l'actuariel, qui est notre périodique trimestriel, et 76% des répondants utilisent les bases documentaires de l'Institut qui sont mis à disposition sur le site Internet. Et enfin, 58% des répondants participent aux événements de l'Institut des actuaires. Et puis, donc 16% des répondants qui participent à des groupes de travail. Là encore, je le redis comme ce matin, les groupes de travail, les commissions au sein de l'Institut sont bien évidemment ouverts à l'ensemble des actuaires. Donc, d'ailleurs, j'en profite encore pour remercier l'ensemble des actuaires qui s'investissent dans ces groupes de travail et commissions. Et puis, je fais appel à ceux qui auraient envie d'y participer. N'hésitez pas à prendre contact avec l'Institut dès que vous avez un sujet qui peut vous intéresser. Voilà pour très rapidement ce panorama sur cette enquête qui est toujours très attendue. Je vais vous faire maintenant un petit retour sur l'activité de l'Institut des actuaires pour faire un peu le panorama de l'ensemble de nos activités. Donc, d'un point de vue activité technique, j'aime bien rappeler qu'on a une cinquantaine de groupes de travail sur un ensemble de thématiques, parmi lesquels notamment la durabilité, avec un comité durabilité qui coordonne l'action derrière d'un certain nombre de groupes de travail que j'avais pu évoquer aussi ce matin. Évidemment des travaux sur l'assurabilité, l'intelligence artificielle, la dépendance. Donc voilà, vous pouvez trouver bien évidemment le détail de l'ensemble des groupes de travail et des commissions sur le site internet, sur le petit fascicule où on détaille bien évidemment les compositions, les sujets, les thématiques dans chacun des groupes de travail. Au passage, la mise en avant des travaux réalisés par l'ensemble des groupes de travail et des commissions se fait lors de la journée 100% actuaire, 100% data science, 100% durabilité, qui aura lieu le 21 novembre. Et comme je l'ai précisé ce matin, on a pris des salles encore plus grandes puisqu'on sera au Parc des Princes, carrément. Voilà pour cette activité très importante. En matière, évidemment, de réunion des commissions techniques et des groupes de travail, vous avez l'historique du nombre de réunions. Et en 2023-2024, vous pourrez constater qu'on a beaucoup plus de réunions encore que les années précédentes. Une activité toujours croissante, bien animée, au sein aussi de l'Institut, grâce à l'animation de Samuel, qui anime aussi en transverse l'ensemble de ces groupes de travail des commissions. J'en profite pour le remercier pour son animation. Dans les activités qui sont finalement dans l'ADN de l'Institut des actuaires, on a finalement dans nos grandes thématiques
la recherche actuarielle. Et je voulais souligner aussi le soutien très fort qu'on a d'ailleurs validé au sein du conseil d'administration en devenant membre fondateur de la Fondation Parc. Donc, aux côtés d'autres intervenants comme l'Institut Louis Bachelier, l'ADEME, l'École des Ponts Paris Tech et puis le Trésor. Donc, c'est un moment important d'avoir décidé aussi d'être membre fondateur de cette fondation, puisque nous voulons bien évidemment contribuer à l'ensemble de la recherche actuarielle sur ces thèmes à la fois de finance, mais aussi d'assurance, parmi tous les sujets de durabilité et d'assurabilité qui nous impactent. Nous sommes également partenaires de la chaire Action, aux côtés de BNP Paribas Cardiff. Et enfin, nous participons aussi au réseau thématique mathématique de l'aléatoire et du risque, le réseau Matrix. Et puis dans les projets que nous avons pour aussi donner toujours des informations en matière de recherche actuarielle et d'articles, nous avons prévu de relancer le bulletin français de l'actuariat pour mettre en avant les meilleures publications. En matière de formation et d'information, nous avons au sein de la Maison des actuaires une filière de l'Institut qui s'appelle l'Institut du risque management. C'est au sein de cette filière que vous retrouvez nos activités de formation continue avec le CEA pour devenir actuaire. Vous retrouvez aussi au sein de cette filière la formation en risque management, ERM, pour les actuaires qui sont déjà diplômés. La formation aussi data science, pour lequel nous relançons un nouveau format là très prochainement. Et puis nous avons signé aussi un partenariat avec Dauphine sur une formation en conformité. Et puis nous travaillons aussi et nous avons la formation de certificat administrateur qui existe aussi en partenariat avec l'Institut des administrateurs français. Voilà, donc ces formations peuvent être réalisées pour certaines, bien évidemment, par les actuaires, mais elles sont ouvertes aussi aux non-actuaires et dans les missions aussi que l'on s'est fixées d'un point de vue stratégique, c'est aussi d'avoir l'opportunité de former à l'actuariat même des non-actuaires au sein des entreprises. Et en tout cas de donner une culture managériale dans l'ensemble des thématiques que nous abordons. En matière d'information, vous connaissez bien évidemment le magazine L'Actuariel, qui est un vrai média d'information généraliste. Nous avons 4 parutions par an. Et puis, je pense que vos boîtes mail reçoivent quasiment toutes les semaines un semainier et des newsletters, puisqu'on essaye de vous donner un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller remettre bien à jour votre adresse mail pour recevoir toute l'actualité et toutes les informations de l'Institut. Nous avons aussi une dynamique de club. Alors, je vais d'abord vous parler du club des jeunes actuaires. Je vous rappelle qu'à l'issue du congrès, vous aurez la conférence des jeunes actuaires qui parlera d'ailleurs d'être actuaire à l'international et vous donnera un panorama complet. Mais juste rappeler que, bien évidemment, nous essayons de travailler à l'attractivité de notre profession. Ça reste toujours un point important. La création de ce club est un des moyens. Nous réalisons des vidéos pour la promotion du métier, participons à des salons ou intervenons aussi dans des filières. Nous organisons, et le club des jeunes actuaires organise maintenant 2 conférences et des sessions d'accompagnement aussi vers la qualification. Le point important aujourd'hui d'actualité sur le club des jeunes actuaires, c'est son ouverture à l'international avec le lancement de l'initiative Young Actuary, qui est en collaboration avec l'Institut des actuaires allemand. Et je ne sais pas si Daniel est arrivé, pas encore, mais il va nous rejoindre tout à l'heure pour la conférence. Initiative désormais avec l'Institut allemand et qui fait aussi, et a aussi comme objectif d'avoir des échanges en bilatéral avec d'autres instituts dans le monde. Et d'ailleurs, l'initiative a fait l'objet d'une présentation au cours des événements de l'AAI à Séoul de ces dernières semaines. La dynamique de club, alors ça n'est pas que les clubs des jeunes actuaires. Moi, j'aimerais bien être au club des jeunes actuaires. Je ne peux pas y être puisque j'ai plus de 35 ans, à mon grand regret. Mais n'empêche que voilà, c'est très bien quand même. On n'a pas encore créé un club pour les plus de 50 ans. Peut-être que c'est une idée, on verra.
Dans la dynamique de club, il y a un autre sujet qui... Ah, je vois que ça fait réagir quand même. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans la salle. En tout cas, sur la dynamique de club, pour continuer, on a aussi, et là je vais céder la parole à Claude Chassin qui va vous présenter, ou plutôt vous représenter, le club actuel sur notamment les travaux de mixité et de diversité. Merci Laurence. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler d'Actuel. Actuel, c'est quoi? Actuel, c'est le réseau mixte féminin, je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'il y a un peu de doute sur le sujet, mais c'est le réseau qui a pour objectif de mettre en avant les femmes actuaires. On l'a créé il y a 10 ans. Pourquoi on l'a créé? Parce qu'il y a 10 ans, on a fait 2 constats. Le premier, c'est qu'il y avait peu de femmes qui étaient représentées dans les événements qui étaient organisés par l'Institut des actuaires. Le deuxième, c'est qu'en regardant les études salariales, on remarquait qu'il y avait un décalage qui se faisait entre les salaires des hommes et des femmes après quelques années d'expérience. Donc avec l'Institut des actuaires, on a créé ce réseau qui est ouvert à tous, aux hommes, aux femmes, et on a créé une charte de la diversité. Donc cette charte de la diversité, je pense qu'elle a eu le mérite, si vous regardez le programme de l'événement auquel vous assistez aujourd'hui, d'augmenter la présence des femmes dans les événements organisés par l'Institut. En revanche, vous venez de le voir, sur les salaires, il reste encore du chemin à parcourir. Je me demande même si on n'est pas revenu un peu en arrière par rapport à la situation d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, une progression de carrière, ce n'est pas juste des compétences techniques et l'excellence technique, c'est bien au-delà. C'est des compétences managériales, c'est des compétences de leadership, c'est plein d'autres choses sur lesquelles on essaie d'avoir une action avec Actuel. Donc, une des actions qu'on a mis en place, c'est du mentorat. Depuis 2020, tous les ans, on a des cohortes de mentors, de mentorés, qui sont des femmes, des hommes, qui bénéficient de conseils, d'aides précieuses d'autres actuaires pour les aider à progresser dans leur carrière. On a aussi mis en place des petits déjeuners, on fait intervenir des femmes influentes qui partagent avec nous leur parcours, leurs difficultés, la façon dont elles ont progressé. C'est toujours super inspirant et très dynamisant pour les personnes qui participent. Et puis plus récemment, on a mis en place des formations aux soft skills. Un autre sujet qui nous anime beaucoup, et je crois que Laurence, tu n'en as pas parlé, mais l'Institut soutient le collectif Maths et Sciences, et on soutient ce collectif en insistant sur le fait qu'il faut sensibiliser les jeunes garçons et les jeunes filles surtout à faire des sciences et à ne pas abandonner les sciences quand elles grandissent, puisque tout commence très jeune. Et puis pour terminer, je vais vous parler de la conférence annuelle d'Actuel, puisque cette année, nous allons célébrer nos 10 ans. Donc nous allons organiser une conférence, comme tous les ans. Cette année, elle va être extraordinaire. Ce sera le 3 octobre, et j'espère vous voir nombreux, nombreuses, pour cette conférence qui sera une conférence de célébration des 10 ans, c'est sûr, mais aussi d'inspiration. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claude. Effectivement, l'Institut prend toute sa place dans ces sujets, et notamment, nous signons très régulièrement les tribunes de maths et sciences, et c'est un vrai sujet qu'on continuera à accompagner, je pense. Alors, on a parlé des clubs, on a parlé de tout ce qui était information, formation. L'Institut des actuaires, c'est aussi de la convivialité, et il y a plusieurs niveaux. Notamment, donc au niveau international, nous avons une communauté des actuaires français au Royaume-Uni, une association actuarielle sino-française et l'association des actuaires africains. Ça, c'est au niveau international. Si maintenant on parle du niveau régional, et là il y a plusieurs amicales dans les différentes régions qui sont évoquées là, donc nous avons à cœur d'animer et de pouvoir porter les messages de l'Institut aussi dans les différentes régions en France. Aujourd'hui, dans les amicales qui fonctionnent, il y a l'amicale des actuaires de Niort qui est à relancer, je pense. L'amicale des actuaires Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle. Non. Alors, il y a un amical, évidemment, que je connais un petit peu plus, c'est l'amicale des actuaires du Nord. Est-ce qu'il y a des gens du Nord dans la salle? Non. Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Celui-là, je le connais un peu.
Et puis, bien évidemment, on souhaite que ça puisse exister sur l'ensemble du territoire. Donc, en cours de constitution, des amicales à Marseille et à Nantes. Et s'il y a d'autres villes où vous souhaitez, j'allais dire, créer cette amicale, ce sont à chaque fois des moments conviviaux qui permettent de se réunir, de partager sur une thématique. Et bien évidemment, au niveau de l'Institut, on est toujours prêt à vous aider à organiser et à vous fournir évidemment des sujets, des thèmes, et éventuellement évidemment vous accompagner dans la création de ces structures amicales. Nous avons aussi relancé la contribution aussi de l'Institut au sein des communautés d'actuaires qui existent dans les entreprises. Alors n'hésitez pas, si au sein de votre entreprise, il y a souvent une animation des actuaires dans les groupes. Si vous avez besoin d'informations de l'Institut, d'interventions, en tout cas, il y a des membres qui sont tout à fait disposés à vous accompagner aussi pour, bien évidemment, mettre en avant ces événements et participer à, finalement, cet esprit de corps qui a été évoqué tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi à cœur de participer au réseau des alumni des filières de formation, donc au travers des amicales des anciens étudiants. Et vous avez les exemples avec l'ISFA, l'ISUB, Dauphine, et ça peut être encore d'autres au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas, l'Institut des actuaires, c'est votre institut, à venir nous solliciter pour qu'on puisse vous aider et contribuer à cette vie en dehors de nos événements parisiens, puisqu'on y tient particulièrement. L'activité événementielle au sein de l'Institut est bien évidemment importante. J'ai évoqué tout à l'heure les nombreux groupes de travail et commissions techniques. On a bien évidemment aussi les présentations de mémoire qui sont accessibles en événement à distance. Donc pour cette année, c'est un peu plus de 26 présentations de mémoire, 150 participants en moyenne à l'ensemble de ces présentations. C'est vraiment une occasion de partager les meilleures études. Et je pense que ça permet aussi à chacun de remettre à jour un peu ses connaissances et de savoir quels sont les sujets qui sont aujourd'hui travaillés dans les mémoires. Les commissions techniques, les groupes de travail, j'en ai parlé. Le colloque de l'actuariat francophone en septembre, à chaque fois qu'il y a beaucoup de succès, donc près de 1700 participants sur une semaine avec des connexions toute la semaine. Donc je pense que c'est un événement important qui fait vivre aussi cet actuariat francophone. On a aussi l'animation de la journée du club ERM en juin et puis les journées d'études en collaboration avec le SACI qui, cette année, auront lieu à Paris en septembre. Bien évidemment, notre congrès, c'est la même chose, je pense. Voilà. C'était pour vérifier que je suis un peu. Et enfin, je voulais vous évoquer évidemment notre présence à l'international, puisque nous avons bien évidemment des représentants de l'Institut des actuaires dans les instances européennes au niveau de l'association actuarielle européenne, mais aussi au niveau de l'association actuarielle internationale, avec des participations aux différents événements qui peuvent avoir lieu un peu partout dans le monde. Des contributions bien évidemment techniques importantes au niveau européen avec les réponses aux consultations de l'EIOPA, notamment dans le cadre de Solvabilité 2, de la Value for Money. Toutes ces participations sont organisées au travers des commissions et groupes de travail. Et puis, participation, bien évidemment, à l'ensemble des groupes de réflexion qui sont organisés au niveau international sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Et je pense que l'année dernière, on avait évoqué des sujets comme l'eau, c'est-à-dire tous les sujets qui sont un peu en lien avec probablement nos futures études pour assurer ce qu'on a évoqué ce matin dans la table ronde, des sujets à la fois d'actualité, mais des sujets aussi d'assurabilité ou de capacité à prendre en compte, par exemple, de la prévention dans nos sujets d'assurance. Le lancement de l'initiative Young Actuary, et puis nous avons régulièrement des échanges en bilatéral avec les autres instituts. Il n'y a pas que les jeunes qui ont ces échanges-là. Au niveau de l'Institut et de la Commission Normes et Internationales, on organise à l'occasion des événements
notamment internationaux, des rencontres spécifiques avec chacune des associations, ce qui nous permet de partager les enjeux d'évolution de notre métier d'actuaire, de participer aussi aux échanges de connaissances. Voilà, et nous animons aussi un réseau de correspondants à l'étranger. Ça aussi, c'est une force de pouvoir mettre en contact des actuaires qui ont envie de s'installer à l'étranger. Nous avons des correspondants dans les différents pays, ce qui permet de faire le lien, et en tout cas ce qui est toujours agréable, et de faire vivre cet esprit de corps. Voilà pour l'ensemble des événements, des informations sur la vie de notre institut. J'en profite vraiment encore pour remercier tous les bénévoles qui sont impliqués dans les activités de l'Institut, qui rendent tout ça possible, qui rendent tout ça attractif, vivant. Et j'en profite aussi également pour remercier les équipes permanentes de l'Institut des actuaires qui, bien évidemment, accompagnent cette dynamique et sont là pour faciliter les choses. En tout cas, merci et bravo à tous. Je vais maintenant laisser Charles venir nous présenter les activités de l'AAI. Merci, Laurence. I'm afraid this one's in English. I'm going to cover 3 things this afternoon. I'm going to talk to you a little bit about the IAA, a little bit about the actuary of the future, and a little bit about how that's all affected by artificial intelligence. Starting off briefly with a little bit more of an introduction to the International Actuarial Association. We represent over 75,000 actuaries in over 115 countries around the world. Pretty much every continent. Africa is still developing, but pretty much in every continent, actuaries are thriving and growing. And the IAA is the association that brings those actuaries and those associations together. I spoke this morning a little bit about our 3 key areas of activity. We do the things that are much better done at a global level than at a national level. We importantly observe a principle of subsidiarity, so we don't seek to do things that are better done at a local level. Rather, we restrict our activities to things that are best done at a global level. So the first of those is interacting with the big supranational organizations, the United Nations, the OECD, the World Health Organization, the World Bank. These organizations want to interact with actuaries, and they interact with us at the IAA. Then we do a lot of work about looking after the future of our profession. I talked this morning a bit about education and professional standards and ensuring that we share best practice but also help those associations that are still developing. And then finally, advancing the competency of the profession, both in our core areas, particularly in insurance and pensions, but also in other areas, in new areas, like data analytics, where we can learn from those countries that are making greater use of expertise in those areas. So those are our 3 key activities. And as I said this morning, we're very keen that we get as much engagement from all actuaries, particularly younger actuaries, as many of the issues that we face today, climate change, pandemics, AI, it's particularly the younger generation that has the ideas and the future in mind.
because it's really important to realize that everything that we do is going to be affected by artificial intelligence. Which brings me on to the actuary of the future. What will the actuary of the future look like? And at the IAA, we've been doing some work on this. We've been looking at how we can share ideas and how we can prepare for what's coming. It's interesting to look at the history of our profession, which has its roots in life assurance, but has spread to many different areas since. And those different areas of activity apply differently in different countries. And it's important to understand that that gives us opportunities to learn from each other, and pretty much in every country in the world, still to expand and grow the scope of the actuarial profession. Paul Embrechts, at an actuarial conference a few years ago, commented that actually the impact of AI would actually require us to go back to our roots, to be data-driven model experts helping key financial decisions in a world that's getting ever more risky. But this whole debate about the future of our profession and the scope of our profession is not a new one. I dug up some proceedings from the Institute of Actuaries back in the middle of the 19th century. Letters written back in 1848 and the proceedings of a meeting in 1851 show that even then people were saying that our skills in understanding risk and uncertainty and statistics and modelling and finance should be applied much more widely than they are. Now at the IAA we've done some work around looking not only at what the future actuary might look like, but what the current actuary is doing. And this is just a chart showing the different activities. And it's not surprising that insurance is still number one in the activities of actuaries globally. But there are lots of other things that actuaries are doing. But are we really looking at how we attract the actuaries of the future? We did some trawling of actuarial websites, all the major actuarial associations around the world, to see what sort of message they were putting out to their stakeholders, to their future actuaries, to their existing employers. And these were the sorts of messages that they were saying, the sorts of words they were using. Pretty traditional words around insurance and risk and finance, perhaps not surprising. And when you look at the key messages that association websites talk about, it's a lot about the things that we would expect to see, the things that we are used to talking about in our everyday work. Things like being an expert in risk and mathematics. But some of those areas that we need and want to get into, like data and innovation and regulation, it's not so consistent. And we're particularly not very good at raising our expertise in looking after the public interest. And in a world where governments and regulators all over are worried about the professional and ethical use of AI, our expertise as
people who understand models, who are experts in risk and finance and statistics, but importantly, have a code of conduct that requires us to act professionally and ethically, means that we are uniquely placed to help governments and regulators in the ethical use of AI, not only in our traditional areas, but in much broader areas too. But we can't expect people to come knocking on our door. We've got to go out and tell people. We've got to spread the word about what actuaries can bring. And it is the case that there is diversity around the world. Different associations focus on different priorities. Some of that's cultural. Some of that is because of the particular activities that actuaries in those geographies focus on. But if we want to become the global profession that I think we can be, we have to share all of that diversity of different insights. This is so much more than a gender diversity or a racial diversity, diversity of mindset, diversity of outlook. We have to maximize all of that. So what might the key words for the future actually look like? Well, I think it's going to be things like we're flexible, we're problem solvers, we're multi-skilled, we can apply our talents in many, many different areas. Yes, we're still good at risk management. Yes, we're still mathematical experts. We still understand data. Professionalism is at the heart of what we do. But we can apply our skills in many different areas. So at the IAA, we've looked at how we can think about questions that associations might want to ask themselves when they're looking to update their websites, to reach out to potentially not just the actuaries of the future, but the employers of the future. Is our messaging what we want it to be? Do we need different language depending on where we are targeting students or employers? Is it a one-size-fits-all, or do we have to become more versatile? And should we do more to publicize some of the non-traditional areas that actuaries are working in? How do we change the education of actuaries to allow us to get in to much broader areas? And just as a thought, maybe, just maybe, we might want to take an example from doctors. If we think of ourselves as the brain surgeons of the financial services industry, as the deep knowledge experts in a particular area, isn't it possible that we might want actuaries to go into very different areas? So maybe like doctors who qualify at a basic level and then go on to specialize in pediatrics, in surgery, in many other disciplines. Why don't we think about qualifying actuaries at a basic level and then encouraging them into lots of different areas and disciplines? Just a thought. But I want to talk a bit about, too, how AI affects our future. It does give us lots of challenges, lots of risks, but also lots of opportunities. And I'll wrap up with just a few comments about what the IAA is trying to do.
There was a really good article in the magazine of the Casualty Actuarial Society in the US, and I would encourage you, you can easily find it if you Google 4 futures for actuaries. And it looked at 4 different possible future scenarios depending on how AI impacts the roles of actuaries, but also the adjustment that actuaries make in response to that impact. And those 4 possible futures all depend on whether the impact of what we do and the change in our roles is very little or very significant. So in the scenario where not much happens, Groundhog Day, little change, actuaries just get used to using more powerful tools. Personally, I think that future is unlikely. I think AI is going to more fundamentally affect what we do. So what other more dramatic options are there? The Judgment Day envisages that there's not only a massive adjustment to our roles, but also a massive adjustment to our activity. Everything changes. And potentially, actuaries pivot into completely new roles. We become behavioral scientists, communicators, because AI is now doing all of our technical work. That's a possible future. One I just wanted to spend a little bit more time on is sort of a doomsday scenario where we almost disappear because AI takes over all of our roles. And there are arguments as to why that might happen. AI is extremely good at doing a lot of our tasks. And if you look at the latest iteration of AutoGPT, it's self-correcting and self-learning, can decompose tasks into steps and teach itself how to do things. Already extremely impressive. And potentially, if we allow it, that could take our roles and leave us with nothing to do. A more plausible future, if we stay in control of it, is a training day. We transition, if you like, into advanced data scientists, people that really understand these AI models and can train them to solve ever more complicated problems. But we're always a step ahead of them because we understand human nuances in a way that AI cannot. And because humans are unpredictable and want to relate to humans, there is an important role for actuaries. Again, it's a possible future. But this AI tidal wave really does have the potential to become a tsunami. If and when quantum computing becomes a reality, you will have computers that are 100 million times more powerful than those that we're using today. And you can just then think at what AI might be capable of then. So what's the IAA doing about it? Well, we've set up a task force. We've set up a task force to look into 5 key areas. We've had more volunteers from around the world than in any other activity that we've taken on before or since. And we're looking at key areas of how actuaries respond in the area of professionalism and ethics, looking at data biases in models. How do we cope with the professional issues around using models that we don't understand? How do we embed principles for actuaries in our codes of conduct? Then we're looking at education. What should we be teaching the actuaries of the future?
How should we be teaching them? How should we assess how competent they are? Massive challenges for us as a profession. We're looking at how the role of actuaries are changing, what new tools are being developed already for using in normal actuarial work in insurance and other areas that actuaries are currently working. We're looking at how we can not only engage our regulators in our industries, but other governments and other regulators in other areas about how we as professionals who understand the issues here could create frameworks for the ethical use of AI. And then we're looking at innovation. How can we change the mindset of actuaries? How can we look at what actuaries might be capable of in the future? And how can we promote and market what it is that actuaries can do? Is there a future for actuaries? I'm very positive. I think this new technology will give us huge opportunities to change and develop into a profession that is needed even more in the future than it is today. But it is going to require us to change, and it's going to require us to embrace this new technology. I don't believe that AI will replace actuaries, but I do believe that actuaries with AI will replace actuaries without AI. A final thought. Thank you. Thank you very much, Charles. It's a pleasure to have you here. Si vous avez des questions, alors en anglais pour Charles, en français pour moi et Claude. Peut-être en anglais pour Claude. Pas de questions. So it will be a question in English. Thank you very much for your presentation. You said at the end you are very positive, while the slides before were quite quiet. So I want to know, how do you see the competition between professions? I'm talking about data analysts, AI specialists, because there will be also some competition. And do actuaries have a competitive edge there, or what is your opinion? So that competition is very real and very important. I think that it starts at the universities. We need actuarial science to be sexy. We need all of those students who want to go into data science to see that where they should go is the actuarial science courses, because that will teach you not only data science, but also how to use data science, how to use AI, and how to act ethically and professionally. Things that actually our competition in data science hasn't yet cracked. And I believe that we can do that, but we have to recognize that competition and react to it. So I think that competition is very real. But I do believe that the skills that we have, mathematics, finance, statistics, risk, data, modeling, those skills will be as needed as much in the future as they are today. We've just got to package them in a way that appeals to the students of the future, and also we have to communicate to employers. We have to tell them, not just the traditional employers that know us, but the non-traditional employers,
that don't really understand what actuaries can bring. We've got to tell them what we can do. So yes, I am optimistic, but we've got to do something about it. We can't expect that people will come to us. We've got to go and make change ourselves. If we do, I think our future is bright. Je vais me permettre simplement de rebondir parce que effectivement, on a à rendre notre profession plus sexy, pour reprendre le terme. Effectivement, la compétition avec les data scientists et autres spécialistes en mathématiques existe, puisque vous le savez tous, le titre d'actuaire n'est pas à protéger. Hein, donc, mais je voulais simplement effectivement souligner et remettre en avant le côté pluridisciplinaire de notre métier. Parce que certes, nous faisons des data sciences aussi, mais nous avons tout un tas de compétences à côté, de gestion des risques, de connaissances juridiques, de connaissances réglementaires, et puis bien évidemment dans un cadre éthique et déontologique que l'Institut d'ailleurs a bien à cœur de promouvoir et de faire savoir. Et puis juste vous donner aussi l'information qu'au niveau du conseil d'administration, je l'ai dit ce matin, on a aussi des travaux pour réfléchir et s'ouvrir à avoir des liens, et c'est aussi en lien avec ce qui a été dit dans la table ronde, avec d'autres professionnels, j'allais dire de la physique, de la climatologie, de toutes ces autres sciences qui vont aujourd'hui être vraiment essentielles si on veut pouvoir travailler demain sur le risque climatique et savoir améliorer nos modélisations, nos anticipations. Si on n'arrive pas à avoir les données de nouvelles prévisions, de crues, de changements météo, voire même de composition en argile, et pouvoir dire que de temps en temps, les maisons que l'on pose sans fondation, ce sera compliqué de les assurer. Je pense que si on veut faire ça, il faut qu'on s'ouvre aux autres disciplines à côté de nos mathématiques et de nos sciences économiques habituelles. Donc en tout cas, on a cette réflexion qui a été portée au sein du conseil d'administration, puis on verra comment on arrive à justement travailler sur ces thématiques pour rendre à la fois le métier toujours aussi intéressant, et puis peut-être aussi de le rendre vraiment sexy.